Bonjour à tous, soyez les bienvenus, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, à ce rendez-vous particulièrement d'actualité initié par l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ARACT, qui avec ses partenaires a lancé un projet de recherche sur le thème qui nous vaut d'être réunis aujourd'hui, à savoir la santé des dirigeants guadeloupéens. Une santé qui peut être mise à mal et qui l'est de manière encore plus prégnante dans le contexte sanitaire qui s'impose à nous depuis plus d'un an, avec son impact sur le monde économique fragilisant nombre d'entreprises. L'ambition donc durant cette matinée est de comprendre pour agir. Nous nous appuierons sur les 3 enquêtes réalisées depuis 2018 auprès de plus de 500 dirigeants guadeloupéens. Ce sera un peu le fil rouge de nos échanges, enrichis par vos réflexions et votre expertise dans vos domaines respectifs, bien évidemment. Nos travaux se déclineront en 3 temps. Le premier sur le thème de la santé des dirigeants, des raisons d'agir. Ensuite, nous envisagerons le lien entre santé des dirigeants et celle des salariés. Le 3e temps nous permettra enfin de tracer des perspectives et de voir concrètement comment améliorer les choses pour une meilleure santé des dirigeants guadeloupéens. Après quoi, il sera largement temps de faire la synthèse de nos travaux et donc de conclure. Place donc au premier temps, à la première table ronde de cette matinée, avec plusieurs intervenants. Monsieur Richard Abadi, directeur général de l'ANACT, Olivier Torres, professeur en sciences de gestion de l'Observatoire à Maroc, Willy Ramassamy, directeur régional du développement économique et territorial de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe, Thierry Romanos, qu'on ne présente plus, vice-président de la CCI des îles de Guadeloupe, membre du comité de suivi. Dominique Barada sera également avec nous en sa qualité de chargé de mission à l'ARACT de Nouvelle-Aquitaine. Mais d'abord, la parole à Madame Marie-Chantal Duflot en sa qualité de présidente de l'ARACT Guadeloupe. C'est à vous. Merci, Monsieur Fendéré. Donc, ce que je pourrais dire pour un peu cadrer les travaux qui vont nous animer ce matin, et par expérience dans le cadre de mes fonctions de présidente, mais également de chef d'entreprise, c'est que nous pouvons dire que dans le monde du travail auquel nous appartenons, malheureusement, jusqu'à présent, il était d'usage de s'intéresser que à la problématique de la santé des salariés. Dans le droit du travail, dans le cadre même des actions de la DIECT, de l'INSEE, et même nous, l'ARACT, à un moment donné, nous ne nous sommes intéressés principalement qu'à cette frange-là. Au cours de nos rencontres, ça, nous devons le souligner, la direction de l'ARACT, au cours de nos rencontres, mettait l'accent sur la possibilité d'ouvrir un peu le débat, ouvrir un peu sur des sujets et des thématiques qui pourraient effectivement contribuer à changer un peu la face des choses. Et nous avons, puisque nous travaillons en synergie, conseil d'administration, où, je vous rappelle, nous sommes en situation paritaire. Nous avons donc des syndicats patronaux et des syndicats de salariés. Et il faut également souligner qu'au sein de l'ARACT Guadeloupe, il y a une entente qui est très forte entre les 2 franges de salariés et patronat. Il nous est arrivé, sur la demande de notre direction, d'avoir à nous poser la question, puisque nous apportons notre contribution, nous les différents administrateurs, pour pouvoir construire des thématiques. Et à un moment donné, je crois que c'était au cours de l'année 2017, si je ne m'abuse, nous nous sommes dit, nous, en tant que chefs d'entreprise, mais également avec le regard des autres administrateurs du collège salarié, et pourquoi pas, compte tenu des contextes, compte tenu des difficultés que nous rencontrons de l'entreprise, compte tenu des difficultés même de dialogue social, qui pourrait laisser supposer qu'il y a une difficulté à comprendre le rôle du chef d'entreprise et peut-être son positionnement, pourquoi pas envisager de réfléchir sur une thématique cruciale qui est la situation du dirigeant et plus singulièrement
celle en rapport avec la santé des dirigeants. Pour quelles raisons, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu d'intérêt marqué pour en faire état dans les dispositions et les dispositifs qui existaient, et comment faire pour mettre en lumière une réalité qui est ou supposée, ou simplement survolée, ou peut-être inconnue des contours véritables de la situation liée aux différents chefs d'entreprise. Donc, bien que les différents partenaires que j'ai cités réfléchissaient et organisaient des études tant quantitatives que qualitatives, nous nous sommes dit à un moment donné qu'il serait bien d'aller un tout petit peu plus loin et d'organiser une enquête qui pourrait, à un moment donné, ou des enquêtes qui pourraient démystifier un petit peu la situation, mettre en lumière les réalités et permettre de construire des réflexions qui pourraient apporter une contribution ou une vision scientifique des choses et non pas supposée, et apporter une contribution en termes d'action. Et aussi, dans le cadre sanitaire que vous venez de repréciser, dans lequel nous sommes tous, faire en sorte que nous apportions une contribution future à travers la nature de nos réflexions et la richesse des échanges, pour pouvoir un peu enrichir le cadre de la réforme qui est en cours sur la santé au travail. Voilà quelles étaient nos raisons pour agir. Et voilà ce qui a prévalu à mettre en place en 2018 ce travail avec le prestataire que nous avions choisi à Maroc et dont les représentants sont en distanciel. Voilà ce que je peux dire, monsieur. Parfait, merci à vous. Le cadre est posé, pour ainsi dire. Nous allons poursuivre notre tour de table avec monsieur Richard Abadi, directeur général de l'ANACT en distanciel. Vous êtes le bienvenu, on vous écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, et merci beaucoup pour cette invitation. Et puis merci également à l'ARACT Guadeloupe et aux organisateurs pour ce projet ambitieux. Et comme l'a dit Madame Bufflot, qui est pionnier, même tant les actions consacrées aujourd'hui à la santé des dirigeants sont encore trop rares. C'est un projet qui réussit le tour de force d'être ancré sur son territoire, et c'est de notre point de vue capital pour pouvoir demain engager des actions. Et puis il fait écho aussi à d'autres initiatives dans d'autres territoires, et la participation de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine est en ce sens particulièrement importante. Pour le dire autrement, au sein de l'ANACT et des ARACT, on dit ça fait réseau, et en effet c'est un sujet aujourd'hui qui nous réunit et qui fait réseau. Pour aller très vite du point de vue de l'ANACT, il y a au moins deux raisons majeures d'agir sur la santé des dirigeants. La première, c'est de dire que c'est un sujet d'équité. Il n'y a pas lieu de discriminer le public des dirigeants, et ça relève finalement de ce qu'on pourrait appeler une ambition d'universalité. Certains diraient même que c'est un impératif, un enjeu d'universalité. Les mesures de prévention des risques et plus largement de promotion de la santé au travail doivent s'adresser à tous les travailleurs, quel que soit leur statut d'emploi, qu'ils soient indépendants, salariés, là encore avec tous les contrats et les types d'emplois qui coexistent. C'est aussi, dans une certaine mesure, un sujet de bon sens au regard de la caractéristique de la population des dirigeants, puisqu'on le sait, et je crois que l'enquête le confirme, beaucoup de dirigeants sont à la tête de TPE, PME, et sont donc pour partie exposés aux mêmes risques, aux mêmes situations que leurs salariés, notamment celles liées aux caractéristiques des espaces et équipements de travail. Bien entendu, mon propos ne consiste pas à dire qu'il n'y a pas de spécificité concernant la population des dirigeants, mais en termes de prévention, y compris en termes de prévention et de promotion de la santé mentale,
on doit pouvoir s'appuyer sur un cadre de référence commun. Une partie des risques sont communs, idem s'agissant des évolutions en cause et des repères de prévention à mobiliser. Si je prenais un seul exemple par rapport à ce qui se fait dans le réseau, sur un autre territoire, c'est en centre Val-de-Loire, une ARACT mène une action sur la conciliation des temps de vie des dirigeants qui conduit à s'intéresser très concrètement aux impacts du numérique et des besoins de flexibilité des organisations qui en résultent, notamment en lien avec les attentes des consommateurs qui souhaitent aujourd'hui avoir accès à des contenus ou services tout le temps, partout et sur tout support. Et ça, c'est une contrainte qui s'impose aux salariés comme aux dirigeants. De la même façon, par rapport au sujet de conciliation entre vie professionnelle et vie privée, on sait qu'il y a des éléments comme des éléments sociétaux, comme le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et des temps de déplacement qui ont un impact en la matière. Et quand on regarde les études nationales, on voit qu'en effet, les dirigeants, comme un certain nombre de travailleurs, selon les études, entre 33 et 44% des dirigeants déclarent avoir du mal à concilier leur vie privée et leur vie professionnelle. Donc, premier motif, en quelque sorte, dire que finalement, c'est normal de s'intéresser à la santé au travail des dirigeants parce qu'ils sont soumis, comme les autres travailleurs, à un certain nombre de risques et de situations. La deuxième raison que je voudrais très rapidement développer, c'est qu'il y a un enjeu de performance, voire d'efficacité, à zoomer plus particulièrement sur ce public des dirigeants. Et pour ce faire, je ferai peut-être un petit amalgame. Quand on parle dans le secteur de la santé, on dit souvent que la qualité des soins apportés aux patients est indissociable de la qualité des conditions de travail des soignants. De la même façon, on pourrait se dire que la qualité des conditions de travail des personnes employées par un dirigeant ne peut pas être assurée durablement si la propre santé du dirigeant n'est pas assurée. Donc il y a un intérêt pour l'ensemble des travailleurs à ce que le dirigeant soit en bonne santé. On le sait d'autant plus quand l'entreprise est petite, plus le rôle du dirigeant est central dans le management, dans la définition et le portage de la stratégie. Il est souvent polyvalent et il doit être omniprésent à différents niveaux. C'est donc un rouage essentiel de la santé au travail de l'ensemble des travailleurs. Et je crois que la collègue de l'ARACT Nouvelle-Aquitaine pourra témoigner, notamment par rapport à l'enquête qu'ils avaient fait sur les maladies chroniques, comment la santé des dirigeants était un facteur important dans la performance des structures entendues. Donc, en contrepoint de l'enjeu d'universalité que j'évoquais tout à l'heure, il faut donc prendre en compte des spécificités liées à la fonction et aux responsabilités assumées par des dirigeants qui ont un équilibre de contraintes et de ressources distinctes, ou en tout cas qui est plus marqué en lien, par exemple, avec les préoccupations quand l'entreprise est confrontée au manque de visibilité économique, à des difficultés de trésorerie. C'est en premier lieu le dirigeant qui est confronté à cette situation, et donc ça justifie d'avoir une entrée et un zoom plus spécifique sur cette population-là pour prendre en compte les spécificités et trouver les bons modes d'action. Je prendrai juste deux exemples par rapport à l'opportunité de ce point d'entrée. Dans l'étude qui a été mise à notre disposition par le laboratoire à Maroc, on comprend que l'importance et l'impact du sentiment d'isolement, notamment
sur le risque de burn-out, le bien-être et la satisfaction des dirigeants. Or, au-delà de la perception, ce sentiment d'isolement, très concrètement, peut être combattu en favorisant l'ancrage territorial, en favorisant voilà, sur certains territoires des pratiques de co-traitance, de bonnes relations avec les organismes locaux, des centres de formation, de conseil, les chambres consulaires, et plus globalement, l'implication du dirigeant dans des réseaux professionnels et sociaux locaux est quelque chose qui évite cet isolement et qui est facteur de santé au travail. Donc il ne s'agit pas, bien entendu, d'en rester à des enquêtes, à des sentiments, et ce qui nous est donné aujourd'hui nous permet d'aller bien au-delà, et on voit toute l'opportunité de le faire dans un cadre territorial. Deuxième et dernier exemple, là on le voit peut-être plus avec des enquêtes nationales, on sait, en tout cas on a des indices qui font penser qu'il y a des différences notables dans la consommation de tabac, d'alcool, de psychotropes en fonction des populations, et notamment selon un certain nombre de secteurs d'activité. Et il serait peut-être utile, là aussi, de prévenir plus spécifiquement des pratiques addictives, toujours en les reliant avec des sujets d'organisation du travail qui peuvent avoir un impact sur ces consommations, puisque voilà, quand on regarde les enquêtes, ne serait-ce que simplement sur le taux de fumeurs des dirigeants au niveau national est plus important que chez les salariés. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça nous invite à faire? Donc, justifier un peu cette entrée un peu plus spécifique par rapport à un public. Et pour conclure, se dire qu'en tout état de cause, chaque fois qu'on a des entrées spécifiques à un public, et là on le fait ce matin et cet après-midi en métropole pour les dirigeants, mais on le fait autour de distinctions liées au genre pour les femmes, à l'âge avec les seniors, la santé pour les personnes, par exemple, atteintes de maladies chroniques. À chaque fois, on voit que les mesures de prévention qui seront prises dans un premier temps pour une population, pour un public, à terme bénéficieront à tous. Pourquoi ? Parce que les aménagements réalisés amélioreront plus globalement le niveau et les capacités de prévention. C'est en tout cas le pari, et en tout cas le souhait qu'on peut faire sur la base de l'enquête qui nous est proposée aujourd'hui et sur laquelle on trouve très intéressant d'échanger. Voilà pour ces premiers propos introductifs, et je vous remercie à nouveau pour votre invitation. Merci à vous, Richard Abadi, directeur général de l'ANACT. On poursuit notre tour de table avec Olivier Torres, professeur en sciences de gestion de l'Observatoire Amaroc. C'est le regard scientifique de la question. Bonjour, Monsieur Torres, vous êtes en ligne avec nous? Oui, bonjour. On vous écoute. Bonjour. Écoutez, merci. D'abord, permettez-moi avant de commencer de regretter de ne pas être avec vous en présentiel, mais remercier tout particulièrement l'ARACT Guadeloupe en la personnalité de Rosaire Gobe d'avoir pris cette initiative avec nous de nous intéresser à la santé des chefs d'entreprise. Alors, quelles sont les raisons d'agir? J'en vois deux. Je vais évoquer d'abord la quantité et puis après la qualité. D'abord la quantité. Deux raisons d'agir parce que tout simplement les chefs d'entreprise, ils sont nombreux dans notre pays. Quand on regarde la population des commerçants, des artisans, des professionnels libéraux, parce qu'un expert comptable, il paye l'URSSAF, il cotisait naguère au RSI, c'est aussi un chef d'entreprise. N'oublions pas non plus les agriculteurs, qui sont des patrons patrimoniaux. Tout ce monde-là, c'est 3,2 millions de personnes. Ce sont des travailleurs non salariés. Et à ce jour encore, les lois ne permettent pas complètement d'ouvrir les services de santé au travail aux travailleurs non salariés. Ce n'est pas dans leur mission. Mais ça va changer. On va écouter tout à l'heure la députée Parmentier-Lecoq
qui, avec la députée Grandjean, sont en train d'œuvrer pour permettre justement de faire sauter ce verrou. Mais permettez-moi de rajouter un autre chiffre, c'est que ces 3,2 millions de travailleurs non salariés, ce sont les patrons de PME. Et j'aime bien rappeler que les PME, c'est 99,84% des entreprises en France. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai éprouvé le besoin d'inventer un mot PMiste. Quand on me demande qu'est-ce que vous êtes, je dis je suis un PMiste. Je m'intéresse aux PME. Et j'ai fait de la PME un objet de recherche central. 99,84%, et ça c'est un autre débat, mais les sciences économiques, comme les sciences du management, sont des sciences qui ne s'intéressent qu'aux grands. Quand on parle de Fordisme, de Toyotisme, d'ubérisation ou de GAFA, on voit bien que ce sont les grandes entreprises qui font modèle. Et donc, on a tendance à oublier les PME. Et quand on regarde le nombre d'emplois, les grands groupes dont on parle tant, c'est 4,5 millions d'emplois. Quand on regarde les PME, c'est plus de 6,5 millions d'emplois. Ce qui veut dire qu'en vérité, la PME, c'est 3,2 millions de travailleurs non salariés, plus 6,5 millions de salariés, c'est-à-dire 10 millions d'emplois. Les grands groupes, 4,5, et puis bon, vous savez qu'il y a la fonction publique en France, nous sommes 5,6 millions de fonctionnaires. La territoriale, l'hospitalière et les fonctionnaires d'État. Donc la PME en nombre, en termes d'emploi, c'est énorme, c'est incontournable. Donc voilà la première raison d'agir, c'est que ces 3,2 millions de travailleurs non salariés, jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de connaissances sur ces gens-là et sur l'impact de leur travail sur leur santé. Pour le dire autrement, il n'y avait pas véritablement d'épidémiologie du travail pour les travailleurs non salariés. Et un grand nombre de modèles, je pense par exemple au modèle de Karasek, qui parle de la latitude décisionnelle, mais le chef d'entreprise, il a plus qu'une latitude décisionnelle, il a une aptitude stratégique. Ce qui veut dire que la santé au travail des TNS, c'est même une invitation, selon moi, à, dans une certaine mesure, reformuler certains modèles d'analyse de la santé au travail. Mais permettez-moi de terminer par une deuxième raison, qui est une raison qualitative. Quelles sont les spécificités de la santé au travail des travailleurs non salariés? Je dirais qu'il y en a une qui saute aux yeux en matière de conséquences. C'est lorsque le dirigeant a un ennui de santé. Et je vais prendre 2-3 exemples que vous avez tous en tête. Quand Steve Jobs, qui est un grand entrepreneur connu, qui a créé Apple, quand Steve Jobs est mort en 2011, est-ce que vous avez prêté attention aux conséquences de la mort de Steve Jobs, l'entrepreneur? Je pèse mes mots, en 30 secondes, l'action d'Apple a perdu combien? Eh bien, pour éviter le suspense, je vais vous dire moins de 1%. Alors vous allez me dire, tiens, c'est surprenant. Mais parce que Apple, c'est une grande entreprise. Édouard Michelin, en 2006, meurt d'une noyade. L'action Michelin a perdu moins de 1%. Quand Christophe de Margerie est décédé il y a 3 ans d'un accident d'avion en Russie, à Moscou, 48 heures après, il était remplacé. Too big to fail, disent les Américains. Trop grand pour faillir. Maintenant, je prends un dernier exemple. Vous avez un patron de PME qui se tue contre un platane. Eh bien là, vous avez un risque de dépôt de bilan. Et donc, on voit bien que la question de la santé au travail a un impact grossissant dans les PME, TPE. Voilà donc la deuxième raison d'ordre plus qualitative qui nous amène aujourd'hui, et depuis plus de 12 ans, à nous intéresser à la santé des dirigeants de PME. Merci à vous, Olivier Torres, professeur en sciences de gestion,
PMiste, hein, on a retenu l'expression qui prend tout son sens à travers le dernier exemple que vous avez cité. Nous poursuivons, nous aurons des questions à vous poser tout à l'heure, Olivier Torres, lorsque nous aurons fini notre tour de table. Nous reprenons donc le cours de cette première table ronde et donc nous accueillons Willy Ramsamy, directeur régional du développement économique et territorial à la Chambre de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Monsieur Ramsamy, donc, santé des dirigeants, agir pour quelles raisons? Oui, donc bonjour à tous. Je voudrais d'abord en préambule remercier, en tout cas saluer l'initiative de l'ARAC Guadeloupe d'organiser ce projet qui vise à mieux appréhender la santé des dirigeants et en particulier des entreprises individuelles et d'avoir associé dès l'origine de ce projet la Chambre de métiers et de l'artisanat. Donc nous sommes partie prenante de cette étude et de ce projet puisque la santé dans les entreprises est une problématique prégnante pour nous. Elle est d'autant plus prégnante que souvent lorsqu'on parle de santé dans nos entreprises, on parle souvent de santé des salariés, puisqu'il y a des obligations réglementaires qui s'imposent à nous, mais trop peu souvent de la santé des dirigeants. Et souvent, même au niveau de nos dirigeants, on s'aperçoit que la santé, le sujet de la santé est souvent tabou, et trop souvent tabou. Donc, il est louable d'initier ce projet et de mener en place cette étude, d'autant plus que nous avons remarqué depuis tantôt que la donnée, la ressource en la matière sur la santé de nos entreprises, nous n'avons pas de chiffres localement ou trop peu. Nous avons certes des études au niveau national, je pense à l'étude de la santé des dirigeants du BTP réalisée par le Moniteur, mais nous avions jusqu'à maintenant pas ou trop peu de données, de ressources qui nous permettaient d'appréhender de manière objective ce sujet. Donc il faut aussi saluer cette étude. Alors l'objet de la table ronde, et j'ai entendu qu'il faut raccourcir le temps de parole, l'objet de cette première table ronde, c'est les raisons d'agir. Donc pour nous, pour la Chambre de métiers de l'artisanat, qui représente la voix des 18 000 entreprises artisanales de Guadeloupe, nous y voyons deux raisons ou deux enjeux essentiels. D'abord, le premier enjeu, me semble-t-il, c'est un enjeu moral. C'est-à-dire que nous défendons les entreprises. La santé, c'est le premier élément du monde de l'entreprise. Donc, préserver l'intégrité physique et morale des dirigeants d'entreprises et singulièrement d'entreprises artisanales est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel que nous avons vu qu'avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, et nous avions eu l'occasion à la Chambre de métiers, lors du premier confinement, de mettre en place une cellule d'écoute et d'accompagnement psychologique des entreprises artisanales, nous avons vu combien la santé mentale et physique de nos adhérents, de nos ressortissants, pouvait être fragile et même précaire. Donc le premier enjeu, c'est un enjeu, j'allais dire, moral. Et le deuxième enjeu, en tout cas la deuxième région d'agir, c'est un enjeu économique. Je crois que le président de l'ANAC l'a dit, la santé a un effet grossissant sur les petites entreprises, singulièrement sur les entreprises comme les nôtres, qui sont souvent des entreprises individuelles. Donc 2/3 de nos entreprises ne compte que le gérant comme acteur de l'entreprise. Et vous imaginez bien quelle incidence peut avoir un arrêt de maladie, une santé défaillante sur ces entreprises. On dit souvent dans nos entreprises que la santé du chef d'entreprise, c'est déjà la santé de l'entreprise. Donc au-delà de l'enjeu moral, il nous apparaît comme un enjeu économique et un enjeu de productivité des entreprises. Des chefs d'entreprise en bonne santé, c'est un gage de productivité, c'est un gage d'assurance morale, de volonté de performer. Et donc voilà pour nous, de manière brève et synthétique, les raisons d'agir sur la santé des entreprises en Guadeloupe et singulièrement des entreprises artisanales. Merci. Parfait, merci à vous. Le point de vue à présent de Thierry Romanos, vice-président de la CCI des îles de Guadeloupe. Merci, M. Fandéré. Alors, je vais essayer d'être bref et concis. Difficile de prendre... Comment? Ah, M. Torres, oui, comment allez-vous? J'allais vous saluer. Hein. Alors, difficile de prendre la parole après des éminents orateurs et intervenants, mais bon, on va essayer quand même. Alors, Madame la Présidente, ma chère Marie-Chantal, merci de m'avoir invité.
Monsieur le directeur, Monsieur Rosaire Gob, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je remercie donc tout le monde pour cette invitation. Alors, je dirais à mon ami Torres que j'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer il y a, je crois, en 2017 ou 2018 à Montpellier, dans un congrès pour les centres de gestion agréés. Vous avez fait l'intervention, vous avez présenté votre bouquin sur la santé des dirigeants, d'ailleurs que vous m'avez dédicacé. Effectivement, en tant que président du centre de gestion agréée des entreprises de la Guadeloupe, on était invités et on a eu donc à partager ce bon moment. Bonjour au directeur général de l'ANACT et à tous les 40, je crois, intervenants qui sont en distanciel, en visioconférence. Alors, Monsieur Torres, je ne suis pas un PMiste, mais je suis un TPiste, si on peut le dire, c'est-à-dire les TPE, et qui représentent en Guadeloupe plus de 80% donc, de notre tissu économique. Et c'est vrai qu'il est important pour nous de répondre favorablement. Quand en 2018, on a été interpellé par la première enquête que vous avez menée et que l'ARAC nous a demandé d'intervenir en tant que chambre de commerce au niveau du comité de suivi pour les enquêtes sur la santé des dirigeants, tout naturellement, comme la Chambre des métiers, nous avons donc répondu favorablement et nous avons mis en place le fichier consulaire de toutes les entreprises, les 38 000 entreprises de la Guadeloupe qui ressortissant de la Chambre de commerce, à la disposition donc de l'ARAC pour pouvoir donc mener cette enquête. Et on a eu un premier rendu, vous vous rappelez, Monsieur Torres, un premier rendu il y a 2 ans, en mai, jour pour jour, le 8 ou le 9 mai 2019, au World Trade Center, un premier rendu de la première enquête, où on avait noté qu'effectivement, on était préoccupé par la santé des dirigeants. Je ne vais pas faire de redite, Madame la Présidente l'a dit, le directeur général l'a dit, le responsable de la Chambre des métiers l'a dit aussi. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de salariés d'entreprise sans dirigeants. Ça veut dire que c'est vrai qu'on a eu tendance toujours à mettre en avant, à privilégier la santé des salariés, et c'est normal, et c'est tout à fait noble, et c'est tout à fait normal, mais il faut savoir aussi que le dirigeant qui a des problèmes, il faut tenir en fait compte aussi des problèmes de santé et de dirigeants. Moi, je considère que la première ressource d'une entreprise doit être la santé. Avant tout aspect financier ou autre, pour pouvoir créer de la valeur ajoutée, créer de la richesse, et pour pouvoir mettre un modèle économique en place, il faut d'abord, avant tout, que le dirigeant en question, donc souvent dirigeant non salarié, soit en bonne santé. Moi, je vais prendre un exemple très, très simple, un témoignage qui est le mien. Pour ne pas dire c'est mon témoignage, propre témoignage. En 2010, je suis tombé malade. Et c'est vrai que j'ai une petite entreprise, mais PME, TPE, ça dépend comment on voit sur le plan législatif une PME ou une TPE. En tout cas, je suis tombé malade. C'est une entreprise familiale. Malgré que j'ai d'autres frères et sœurs dans le circuit, l'entreprise a pris un sacré coup. Et j'avoue qu'on a frôlé le dépôt de bilan. Et là, pourquoi je suis tombé malade? Pour la bonne et simple raison, et les enquêtes le disent, on a tendance à se négliger, on a tendance à en dire, bon, nous sommes des super-héros, nous, chefs d'entreprise, on est des superman, et en qualité de super-héros, superman, on est intouchable, n'est-ce pas, Monsieur Torres? On est intouchable et on dit, voilà, on ne va pas mourir, on va pas... Et on est, si vous voulez, ceux qui doivent porter, avec toutes les difficultés que nous rencontrons, les embûches et les parcours d'un fleuve qui n'est pas toujours tranquille, on doit toujours donc tout porter et faire l'auto-blâme, comme vous savez très bien le dire, et quelquefois se dire, bon voilà, il faut qu'on y aille, on doit y arriver, on est les plus forts, et des fois, qu'est-ce qu'on fait? On prend des substances peut-être pour nous faire tenir, quelques vitamines, peut-être ce dopage, qui fait qu'en réalité, au lieu de régler le problème à la source, on est en train de régler un symptôme ponctuellement, plutôt que de régler la cause qui est à l'origine. Donc en médecine, il y a la médecine parallèle qui dit qu'effectivement,
il faut traiter la cause plutôt que de traiter les symptômes. Là, je parle à côté, sous le couvert de médecin et qui est médecin du travail. Alors, en réalité, donc, j'avais une pression, j'ai eu beaucoup de stress. Et dans cette période, donc en 2010, j'ai voulu bien faire, j'ai négligé donc le côté personnel, hygiène de vie, hygiène alimentaire, et même le côté professionnel et mental aussi, et personnel. La famille a pris un coup. C'est-à-dire qu'à un moment, quand vous êtes dans votre entreprise polyvalent, comme l'a dit le directeur général de l'ANACT, vous êtes censé être polyvalent et vouloir tout faire, et en plus, vous voulez bien faire. On travaille 60 heures par jour, hein, quand certains font 39 heures par semaine, pardon. Je dis par jour, il y a 24 heures. Pardonnez-moi, mais c'est pour faire voir comment on travaille beaucoup. Certains travaillent entre 50 et 60 heures par semaine. Et donc, à partir de là, on n'est pas des surhommes, donc on a un impact négatif sur la santé. Alors, j'ai pris conscience entre-temps, et donc j'ai su équilibrer un peu, même si je retombe encore dans le piège du travail non-stop. Il faut savoir que le stress a été prouvé, je ne suis pas un professionnel de santé, mais il a été prouvé, il me semble, que le stress peut aboutir à des maladies graves, des cancers, et donc vous êtes en perpétuel stress, comme le sont les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés. À ce moment-là, il est très souvent rappelé que vous êtes... Alors moi, je vais vous dire, en réalité, je vais prendre un autre exemple. Je suis président du comité des œuvres sociales de la Chambre de commerce de la Guadeloupe. Ben, écoutez, en tant que président du comité des œuvres sociales, pratiquement le comité d'entreprise, j'aime souvent dire que l'économique ne peut se faire sans le social et l'humain. Il est important, effectivement, pour qu'une entreprise fonctionne bien, que les salariés soient aussi bien dans leur peau, dans leur tête, qu'il y ait un bien-être, et pour que ce soit des salariés qui soient performants et en même temps efficients. Et bien évidemment, si le chef d'entreprise lui-même rencontre des difficultés au niveau de sa santé, ben, l'impact sera énorme tant au niveau des salariés que dans l'entreprise. Voilà, donc tout ça pour vous dire que la Chambre de commerce a mis en place donc, les voies et les moyens pour pouvoir accompagner la RACT et notamment la mission donc, de santé des dirigeants. Et je remercie le professeur Torres qui a mené cette enquête avec l'Observatoire à Maroc. Et nous restons à votre disposition. Je voudrais simplement ajouter que pendant, et je vais en terminer, M. Fendéré, je voudrais simplement ajouter que pendant, je suis un peu bavard, mais pardonnez-moi, je vais simplement ajouter que pendant le confinement, le premier confinement et la crise sanitaire, nous avons mis en place, comme la Chambre des métiers, comme l'a dit M. Ramsamy, on a mis en place une cellule d'écoute et une cellule de crise pour les chefs d'entreprise. Il y a eu plus de 1500 entreprises qui ont intervenu et nous avons eu des personnes qui étaient à l'écoute, écoute psychologique hein, aussi, et à l'écoute pour... à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mon entreprise, le stress, la pression, avec la crise sanitaire, je n'ai plus de clients, je n'ai plus de recettes, je n'ai plus de chiffre d'affaires, comment faire? La pression monte et la santé en a pris un coup. Et finalement, on a mis en place donc cette cellule qui a permis d'avoir en Guadeloupe en ce qui concerne donc la Chambre de commerce, on a eu plus de 600 millions d'euros hein, qui ont été mis en place pour le PGE, hein, le plan le prêt garanti par l'État. Et nous avons eu plus de 4300 entreprises qui ont donc fait leur demande pour pouvoir donc avoir cet accompagnement financier. Mais je compte beaucoup sur la deuxième partie de l'intervention de deuxième temps pour voir si on ne peut pas trouver les voies et les moyens sur le plan réglementaire et législatif. Et c'est pour ça que j'attends avec impatience l'intervention de Madame le député concernant la future loi qui va pouvoir, j'espère, aboutir à un suivi médical pour les dirigeants aussi, au-delà donc des salariés. J'ai eu l'occasion, quand j'étais président, je suis encore président du Centre de gestion agréé des entreprises de la Guadeloupe,
de rencontrer des chefs d'entreprise qui ont eu beaucoup de soucis au niveau santé. Et nous avons pu rencontrer le RSI à l'époque, mais vous savez, ça a très très mal fonctionné et il n'y avait pas vraiment de suivi et ça a abouti par un fiasco. Donc les entrepreneurs sont très très intéressés par leur santé, quelquefois négligent leur santé, négligent beaucoup pour l'entreprise. Et l'impact est après important. Et comme le disait M. Torel dans ses conclusions, on est en train de faire de l'auto-blâme et on consomme beaucoup de dopants et par la suite, ce n'est que se culpabiliser et ce n'est pas une bonne chose donc, pour le chef d'entreprise. Voilà ce que j'avais à dire. En tout cas, merci encore à l'ARACT, Madame la Présidente, de nous avoir invités et nous restons à votre disposition au niveau de la Chambre de commerce pour accompagner donc les chefs d'entreprise puisque c'est important. Vous savez, la santé des dirigeants, c'est très important. Merci à vous. Merci à vous Thierry Romanos et merci pour votre retour d'expérience de dirigeant. Nous allons terminer ce tour de table avec Dominique Barada, chargé de mission à l'ARACT de Nouvelle-Aquitaine, où un travail conséquent a été mené sur les maladies chroniques évolutives. Oui, bonjour à tous et moi aussi je vais remercier bien sûr Madame la Présidente et Monsieur le Directeur Rosaire Gob ainsi que notre directeur général de l'ANACT, Monsieur Abadi, de nous avoir invités à cette table ronde. Je vais essayer d'être succincte. Je dirais que vous avez déjà beaucoup dit de choses pour lesquelles raison on s'est attaqué à cette cible de dirigeants. Il se trouve que en Nouvelle-Aquitaine et après dans le réseau et à l'ANACT, on a mené des enquêtes auprès des salariés sur la question de l'impact des personnes ayant des maladies chroniques dans le travail. Donc, on a fait tout un travail. Et il se trouve que quand on faisait des manifestations, il y avait toujours une question dans la salle, une main qui se levait et disait moi je suis dirigeant et personne ne s'occupe de moi et pour quelle raison vous occupez des autres, etc. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a 2 ans, on s'est dit allons voir ce qui s'y passe. Donc, on a, alors je dirais quelques chiffres, mais je vais pas être très longue, mais il faut savoir que 20% de la population française est atteinte d'une maladie chronique et 15% de la population active est atteinte d'une maladie chronique. Donc, ce qui nous a intéressé, on s'est dit il y en a 15% au niveau des salariés, potentiellement, il y en a 15% chez les dirigeants, il n'y a pas de raison. Donc, on s'est intéressé et on a monté un projet avec une première partie qui s'est finalisée, puis je vous fais la primeur de du rapport qui est sorti aujourd'hui, d'une enquête que nous avons menée, on vous donnera peut-être les coordonnées par la suite, sur effectivement la santé des dirigeants et l'impact qu'il y avait dans le travail des dirigeants. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, la RSI, ex-RSI, nous avait affirmé que lorsque le dirigeant était malade, avait un problème de santé, 1/3 des entreprises fermées. Donc, cette donnée-là, plus la donnée 15% de la population potentiellement atteinte, plus, je dirais, notre connaissance des impacts dans le travail, on s'est dit, vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire. Et puis, je reviendrai pas sur tout ce qui a été dit, mais avec une région en Nouvelle-Aquitaine où on a 94% au niveau socio-économique qui est occupé par des TPE, on ne pouvait pas faire l'impasse de passer à côté. Voilà. Donc, on a monté ce projet avec l'UDP à l'époque, avec la GFIP, la Direct et bien sûr l'ANACT et l'ARACT. Et donc, on a essayé de monter ce projet. Donc, on a fait cette enquête. L'enquête confirme nos hypothèses, c'est-à-dire que un peu ce que vous avez tous dit les uns et les autres, c'est le dirigeant, il sait pas vers qui s'adresser. Il ne sait pas qu'il y a des mesures qu'il peut mobiliser, ça il le sait pas, notamment certaines mesures qui sont mobilisables mais il les connaît pas. Souvent il n'est pas pour des questions, alors plusieurs questions, c'est soit par méconnaissance, soit parce qu'effectivement il se pense immortel ou je sais pas, ou quelqu'un qui va être en bonne santé, donc il prend pas forcément des mutuelles ou des choses comme ça. Donc du coup, quand il est malade, il se trouve complètement démuni. Et avec des modes de régulation qu'ils ont mis en place souvent, qui sont plutôt de l'ordre de la régulation avec des proches,
avec un médecin médecin de santé classique, etc. Voilà. Donc, on a un peu étudié tout ça. Bon, je vais peut-être pas m'éterniser. Peut-être que dans la deuxième partie, si vous avez des questions, j'essaierai d'aller un peu plus loin. Mais donc, cette enquête-là, elle a confirmé ça. Et ce qui a confirmé, on a eu 3000 réponses. Et sur 3000 réponses, on a à peu près le pourcentage 13-14% qui ont répondu en disant oui, on est malade ou on a été malade avec une maladie chronique. Donc, et oui, ça a eu des incidences. Et ce qu'ils réclament, en gros, hein, de façon un peu triviale, c'est pas forcément des aspects financiers, donc je rejoins le monsieur précédent, mais c'est un accompagnement à réguler l'activité de façon à maintenir l'activité de l'entreprise. Parce qu'en fait, leur souci, c'est pas leur santé, c'est que l'entreprise continue à vivre et continue à être viable, la pérennité de l'entreprise. Donc, on est bien sur ces deux volets. Et dans la deuxième phase, je ne sais pas si ça durera des questions par la suite, mais dans la deuxième phase de ce projet que nous allons entamer aujourd'hui, c'est l'idée qu'il y a des systèmes de remplacement qui aujourd'hui existent pour les vacances, pour des temps de repos, notamment en agriculture. Mais ce qu'on a constaté, c'est que souvent, l'agriculteur, il dit, celui qui me remplace, il ne sait pas planter la salade, il ne sait pas faire ça, enfin, il ne sait rien faire, quoi. Donc, j'en veux pas. Donc, l'idée, c'est de voir de quelle manière on pourrait, avec des filières professionnelles ou des branches professionnelles, voire avec des territoires. Moi, je crois aujourd'hui au territoire et à la proximité, au système de responsabilité sociétale qui est en train de mûrir chez les maires, MAIRE, et qui peut peut-être essayer de les accompagner à mettre en place des systèmes de mutualisation pour accompagner tous ces professionnels sur des activités qui sont un peu périphériques à leur cœur de métier. Voilà. Je vais vite, mais je voulais simplement vous boucler le projet tel qu'il est aujourd'hui. Et bien sûr, quand je vois tout ce qu'a fait la Guadeloupe, je crois qu'il y aura des ponts à faire et des échanges importants à faire. Voilà. Merci. À votre disposition. Merci à vous, Dominique Barada, chargé de mission donc à l'ARACT de Nouvelle-Aquitaine. On va très rapidement, peut-être des questions éventuellement, peut-être nous adresser au directeur général de l'ANACT. Vous êtes toujours connecté? Richard Abadi? Oui, tout à fait. Une question donc à votre attention. Savoir est-ce que cette thématique développée ici en Guadeloupe, est-ce qu'elle va faire des émules au niveau du réseau national? Oui, Dominique Barada l'a évoqué, hein, c'est la raison d'être du réseau d'arriver à faire des ponts entre des initiatives. Aujourd'hui, finalement, on les a cités, il y a au moins 3 territoires, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine et Guadeloupe, qui ont investi ce sujet. Et c'est probablement en effet quelque chose qui a vocation à être démultiplié. Et là, je pense notamment dans le cadre, vous le savez, du nouveau plan santé au travail et des plans régionaux de santé au travail qui sont aujourd'hui en cours d'élaboration et qui sont tout à fait légitimes pour fixer et développer sur chacun des territoires des projets similaires. Très bien. Merci à vous. Olivier Torres, on aimerait avoir votre regard croisé à présent à la lumière des enquêtes que vous avez pilotées. S'il fallait faire un comparatif entre la réalité telle que nous la connaissons, telle que vous la décriviez dans vos enquêtes, donc entre la Guadeloupe et la France hexagonale et ailleurs, éventuellement. Oui, merci. Un chiffre est plus éloquent que tout. En mars 2019, avec la fondation MMA et Opinionway, on a fait une enquête sur un échantillon représentatif sur la santé au travail des chefs d'entreprise. Et on a utilisé, je suis un peu technique, une échelle qui s'appelle l'échelle BMS10, l'échelle de Pines, qui permet de mesurer, je dirais, l'épuisement émotionnel d'une personne. Et en fonction des seuils, on s'est rendu compte que 17,5% des entrepreneurs français sur un échantillon représentatif présentaient un début
d'épuisement professionnel. Ils n'étaient pas allongés, ils n'étaient pas en burn-out, ils étaient en pré-burn-out. Ce qui m'intéresse, c'est le côté préventif, bien évidemment. Eh bien, avec la même échelle, avec les entrepreneurs guadeloupéens, le chiffre de 17,5 est rendu à 32%. Un chiffre est plus éloquent que tout. Sur la base de la même échelle, eh bien, vous pouvez apprécier, hélas, que l'épuisement des entrepreneurs en Guadeloupe est significativement plus élevé qu'en métropole. Comment l'expliquer, professeur? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a les causes habituelles qu'on a toujours identifiées sur l'épuisement de l'entrepreneuriat. Il est triple en général. C'est d'abord le couple un peu infernal, je me sens fatigué et je dors mal. Hélas, les chefs d'entreprise, hommes comme femmes, font de leur travail une variable d'ajustement, font de leur sommeil une variable d'ajustement de leur travail. C'est-à-dire qu'ils dorment moins pour travailler plus. Et ça crée un épuisement récurrent. Et puis, une deuxième source, c'est un sentiment de déception. Être dirigeant, c'est s'exposer à la déception, figurez-vous. Alors pourquoi? Parce que M. Romanos l'a dit tout à l'heure, vous êtes des hommes et des femmes, alors vous ne travaillez pas 35 heures par jour, mais on aura compris, vous travaillez 50 heures par semaine. Ça, ce sont les chiffres Eurostat. Le Français moyen travaille environ 39 heures, parce qu'il fait quand même quelques heures sup, mais ça fait quand même 11 à 12 heures de plus toutes les semaines. Et globalement, les entrepreneurs, hommes comme femmes, vous travaillez plus d'heures par jour, plus de jours par semaine, plus de semaines par an, et plus d'années dans une vie au travail. Et ça crée les conditions d'un surengagement qui fait que parfois, à tort, vous attendez de vos partenaires le même niveau d'engagement que vous. Et ça, c'est une erreur. Et ça crée de la déception. Et puis le troisième point, c'est le j'en ai marre, une lassitude. Quand on est en saturation cognitive, c'est-à-dire vous avez beaucoup de choses à faire, vous êtes très polyvalent, au bout d'un moment, c'est extrêmement usant. Donc ça, les entrepreneurs guadeloupéens le présentent également. Mais il y a un facteur inédit qui est propre à votre territoire, c'est le sentiment d'être coincé. Les entrepreneurs guadeloupéens se sentent plus coincés dans leurs actions que l'entrepreneur métropolitain. Et ça, je pense, on en a discuté avec les gens du MEDEF, de la CPME, de l'UPA, les chambres des métiers et CCI. C'est peut-être là une spécificité des économies insulaires. C'est-à-dire que l'insularité est peut-être aussi considérée comme un élément naturel géographique, mais qui coince parfois les perspectives de développement des chefs d'entreprise. Très bien. Merci Olivier Torres. Thierry Romanos, vous partagez ce point de vue sur, je dirais, l'insularité qui peut être un facteur aggravant? Certainement l'insularité, mais il n'y a pas que ça. Je dirais que d'une manière générale, le chef d'entreprise, ce n'est pas une sinécure d'être un chef d'entreprise. Et qu'en réalité, c'est plutôt chronophage. On se retrouve à vouloir tout faire dans l'entreprise, polyvalente. Ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie, ça nous bouffe notre temps, donc c'est chronophage. Et c'est pour cela qu'il faut trouver les voies et les moyens pour trouver du temps et s'organiser. Moi, j'ai tenté, et j'ai partiellement, je reviens sur mon cas, encore un témoignage personnel, j'ai tenté d'organiser ma vie professionnelle et ma vie donc personnelle et mon bien-être. Et donc, j'ai tenu à me fixer une demi-heure au moins de bien-être sur le plan donc, du sport et donc l'hygiène alimentaire aussi et l'hygiène de vie.
et se trouver des moments comme ça de déconnexion. Et il faut avoir la pleine conscience, peut-être être un jour dans le pré-burn-out, comme il le dit, et on a noté le chiffre important, 32% de Guadeloupéens 32%. en pré-burn-out. Donc ça veut dire quand même que c'est très important. Et quand on arrive à ça, j'ai eu la chance de pouvoir avoir un déclic et de réagir et me permettre d'organiser, mais bien souvent, vous savez, on laisse tomber, on a des séances où on ne va pas au sport, on ne s'occupe pas de la bonne hygiène alimentaire, on ne fait pas de déconnexion, et on repart dans le circuit chronophage, et on reste encore en pression permanente. Et je peux vous dire que ça a un impact énorme sur la santé mentale et physique du dirigeant, et de même, par la même, donc l'entreprise en prend un sacré coup. Très bien. Marie-Chantal Duflot? Oui, je voulais à mon tour intervenir sur le dernier propos du professeur Torres. L'insularité, pour moi, ça n'est pas un élément de référence de la situation que vivent les chefs d'entreprise. Je dirais plus particulièrement, puisque moi je suis issu d'un syndicat patronal de très petites entreprises, l'USEG, je le rappelle, que l'expérience que nous avons et les échanges que nous pouvons avoir entre nous au sein de ce syndicat et avec les autres, FTPE par exemple, laisse à comprendre que la nature même de la problématique sur la santé des dirigeants émanerait aussi et essentiellement pour je dis bien pour les entreprises de très petite taille, puisque vous avez parlé du MEDEF, la CPME, etc., ce sont les grandes entreprises du domaine et du tissu de la Guadeloupe. Mais pour les références aux très petites entreprises, aux TTPE, laissent à supposer que, disons que les causes viennent de l'investissement qu'il y a dès le départ. Je vais prendre quelques exemples. Le chômage et la difficulté d'insertion d'emploi, qui existe depuis la nuit des temps chez nous, a obligé ces chefs d'entreprise à créer leur emploi, créer leur entreprise avec les moyens du bord. Les moyens du bord, c'est peut-être un problème de capital au départ, un problème financier, qui limite effectivement la possibilité pour ces entreprises à organiser un développement ou simplement à avoir une place dans l'échiquier des entreprises et se retrouvent donc souvent devant vivre une portion congrue, c'est-à-dire ne pas pouvoir profiter véritablement de ce que tu disais Thierry, de moyens qui leur permettraient, grâce à ces chambres, de pouvoir avoir un accompagnement qui limiterait les causes et les conséquences psychologiques et voire matérielles au sein de l'entreprise. Donc, obligation de créer son emploi, obligation d'exister sur un tissu difficile, dans un contexte économique ou socio-économique difficile, ça rajoute ou bien ça fait émerger des problématiques qui sont des problématiques de nature à contribuer à créer un burning et ensuite à évoluer vers un burn-out et se trouver donc dans des situations un peu compliquées. Ça, c'est une spécificité locale. J'insiste là-dessus. Elle est réelle. Et très souvent, ces mêmes chefs d'entreprise, pour créer leur emploi, créer leur entreprise, ont ont sollicité leur famille pour pouvoir les accompagner financièrement et se retrouvent, à cause des difficultés économiques et du territoire, dans une situation qu'ils n'ont pas recherchée, puisqu'ils se battent au quotidien pour pouvoir développer leur entreprise, dans une situation où il y a une insuffisance de trésorerie, insuffisance financière qui oblige à une réflexion sur comment je vais faire pour rembourser ma famille qui m'a prêté et comment je vais faire pour exister face à cette famille qui croit que je suis plutôt dans une évolution que dans une involution, puisque la famille en question ne peut pas forcément partager tous les contextes quotidiens de la réalité d'un vécu économique, professionnel et d'entreprise. Donc ce sont des facteurs, en tout cas sur les TPE, les TTPE, qui sont très importants à prendre en considération et qui expliquent véritablement, comme vous le disiez, les causes
qui pourrait entraîner un épuisement émotionnel et ensuite un épuisement professionnel et placer ces chefs d'entreprise dans une situation de santé mentale difficile. Et derrière, nous avons, et ça c'est lié à notre culture, c'est lié également à, disons, comment je vais dire, au fonctionnement typiquement guadeloupéen, nous avons un orgueil professionnel, un orgueil tout simplement, qui est celui de ne pas avouer ou de ne pas présenter ses difficultés, même quand on est en réunion dans nos syndicats. Très peu auront l'honnêteté ou bien le courage ou l'envie de déclarer qu'il est en difficulté et pourrait mourir de sa belle mort, entre guillemets, tant pour l'entreprise que pour lui en tombant malade, parce que nous sommes tenus, nous avons cet orgueil-là, chevillé au corps, qui fait qu'on est là pour pouvoir avancer et non pas parler de ses difficultés, même si on est engoncé, même si on est pris dans un étau à cause de ces difficultés. C'est un facteur important. La culture, le fonctionnement, l'état d'esprit guadeloupéen est un élément qu'il ne faut pas négliger pour pouvoir parler de notre territoire sur la problématique des santé des dirigeants. L'exiguïté du territoire, c'est une chose, mais la culture, le fonctionnement, les réalités, les difficultés, la concurrence, le ceci, le cela, ne le mettons pas de côté. C'est réel. Merci. Rapidement, et ensuite on va Juste devoir pour passer rebondir. au deuxième temps. Marie-Chantal Duflo a raison, mais juste pour rebondir, effectivement, on sait que l'éloignement, l'insularité, les handicaps structurels, comme tu l'as dit, l'éloignement, font que ce sont des facteurs qui font que nous avons des difficultés, et les surcoûts aussi, dus à l'éloignement, font que nous avons plus de difficultés dans nos entreprises à pouvoir au quotidien gérer. Nous avons un surcoût effectivement dû donc à l'éloignement, l'insularité, les handicaps structurels et d'autres phénomènes qui font que nous sommes évidemment confrontés plus qu'à notre chef d'entreprise de l'Hexagone, par exemple, à des obstacles. Et ce qui fait que ça nous fait une source supplémentaire de pression, de stress, et donc par-delà, donc effectivement, on a aussi une certaine... on se dit, tu as raison quand tu dis que, bon, on est un peu pudique, on ne veut pas dire qu'on va mal et que l'entreprise, on a beaucoup d'orgueil et quelque part, on ne veut pas avouer que notre entreprise est en difficulté ou que nous avons une maladie et qu'on va... Et c'est vrai que c'est une affaire de culture, tu as raison, et de coutume et de tradition aussi, mais il y a les facteurs donc, de l'éloignement, handicap structurel, et l'insularité qui joue un rôle quand même dans la création des entreprises en Guadeloupe. Très bien, merci. Willy Ramsamy. Oui, effectivement. Donc, on observe que 2 fois plus de chefs d'entreprise guadeloupéens manifestent un sentiment d'épuisement. Moi, je pense que ce chiffre est effectivement révélateur de la difficulté d'entreprendre et de gérer une entreprise en Guadeloupe. C'est vrai que nos entreprises évoluent dans un environnement plus contraignant qu'ailleurs, et on le voit, monsieur Romanos l'a dit, il suffit de regarder les différentes fonctions de l'entreprise et même la sociologie de nos entreprises. Nos entreprises sont souvent des micro-entreprises avec une personne à la manette. On voit aussi la concurrence, vous en avez parlé. On n'a qu'à regarder la densité artisanale ou la densité entrepreneuriale en Guadeloupe. Lorsque un chef d'entreprise ici a un client, dans un autre domaine, il en a 2, oui, sur le plan national, il en a 4. Donc c'est vrai que ce sentiment de concurrence entre chefs d'entreprise exacerbe un peu cet épuisement, la volonté de faire toujours plus pour rester compétitif sur le marché. On a parlé aussi des relations partenariales et sociales, des relations avec les partenaires fiscaux et sociaux qui sont quelquefois plus tendues, avec les banquiers. Quand on connaît la structure financière de nos entreprises, c'est peut-être plus difficile de négocier un prêt, une avance, un découvert ici qu'ailleurs, les relations sociales avec les partenaires sociaux, notamment les syndicats. Et cet environnement, de manière plus contraint ici, je crois, contribue à ce sentiment d'épuisement. Les chefs d'entreprise ici doivent faire peut-être plus qu'ailleurs, et ils en font déjà beaucoup, donc ils sont certainement plus épuisés qu'ailleurs. Très bien.
On vous remercie pour cette première table ronde. On va... Est-ce que oui, je peux professeur, faire une minute, pour s'il conclure. vous plaît? Allez-y. Ah, je peux faire un commentaire, oui. Moi, je voulais aller dans le sens de ce qu'a dit Madame Duflot, et qui a été d'ailleurs corroboré par les deux autres personnalités de la table ronde, c'est qu'effectivement, il y a des facteurs culturels, et quand on s'intéressait à ce qu'on appelle le coping, c'est-à-dire les stratégies pour gérer le stress, il y a une des 14 dimensions qu'on a mesurées qui est le soutien émotionnel. Et on s'est rendu compte de deux choses. D'abord, quand le chef d'entreprise accepte, va chercher du soutien émotionnel, ça lui fait énormément de bien. C'est efficace. C'est salutogène. Par contre, deuxième facteur, c'est une des stratégies les moins fréquentes. Et donc, je dirais qu'une des préconisations qu'on pourrait faire, peut-être, au risque un peu de forcer votre nature, c'est n'hésitez pas à outrepasser votre fierté, votre orgueil, et parfois à choisir vos amis pour pouvoir vous épancher sur certaines difficultés. Parce qu'effectivement, je rejoins ce qu'a dit Madame Duflot, cette dimension-là nous a marqué aussi. Et puis, Monsieur Romanos l'a dit, l'auto-blâme. Alors là, c'est l'inverse. L'auto-blâme, c'est je dirais, une stratégie qui n'est pas bonne du tout. Et particulièrement en Guadeloupe, je trouve que c'est beaucoup plus exacerbé qu'ailleurs. Et peut-être que le mea culpa 3 fois, on pourrait dire que c'est peut-être 3 fois de trop. Merci. Merci, professeur Torres. On s'en tient là pour la première table ronde. Merci pour vos brillantes interventions qui ont permis véritablement de fixer le cadre de fort belle manière.